sociétés amazoniennes qui me sont assez chères. Elles ont conçu des savoirs très développés sur leur environnement, avec un appareillage technique qui ne passe pas du tout par la production d'objets matériels multiples. Mais c'est plutôt un perfectionnement des outils, des techniques au sens premier, c'est-à-dire techniques de chasse, techniques d'observation, et cette limitation en fait, des objets matériels n'est pas une difficulté à produire plus d'objets, mais un choix de limiter l'emprise du temps passé au travail pour les produire et les entretenir. Donc je pense que derrière ce que tu évoquais, toujours plus de drones, de matériel très très sophistiqué, il faut penser d'une part au temps de travail nécessaire pour les acquérir, pour les entretenir, et évidemment aux ressources qui se font de plus en plus rares pour les construire. Donc ce genre de technique n'est pas forcément une libération en termes de temps de travail, mais c'est encore plus de dépendance, même économique. Je cite aussi, alors peut-être c'est un auteur qui vous est plus familier, je ne sais pas, Henry David Thoreau, qui était un des premiers penseurs aux États-Unis de la pensée écologique, qui a fait un choix de vie lui aussi assez radical, et qui s'amusait à dire à ses interlocuteurs qui lui demandaient mais pourquoi voilà, il refuse tous les objets matériels. Il disait mais en fait si on calcule le temps par exemple pour se rendre d'une ville à une autre, à l'époque c'était en train, moi j'irais plus vite à pied que toi en train. Si on compte le temps d'acquisition du billet de train qui était très cher à l'époque, et bien voilà, finalement, si on introduisait ce genre de calcul, on revient au débat qu'il y a eu ce matin sur la comptabilité, je pense qu'on verrait les choses autrement. Alors on sait dans nos sociétés, le rapport entre technique et développement, pour reprendre le troisième terme, est finalement assez chaotique. Est-ce que la maîtrise de l'atome et son corollaire technologique, la bombe atomique, a-t-il été un mieux-être? Je ne sais pas, je vous laisse la réponse. Mais il est important de voir, pour revenir sur mes questions de résistance au changement, que dès le 19e, avec la révolution industrielle, il y a eu des mouvements de résistance, de méfiance face à ce progrès technique, comme le ludisme en Grande-Bretagne, qui a concerné en fait les ouvriers artisans qui cassaient leur métier à tisser, enfin les métiers mécanisés, qui commençaient à menacer leur métier même. Et ce progrès technique signifiait pour eux une déqualification de leur travail, un déclassement social et un remplacement du savoir-faire artisanal par la machine. Ils ont très bien vu tout de suite ce qu'il en était. Tout comme la résistance observée par Henri Mandras au sud-ouest de la France lors de l'introduction du maïs hybride, les paysans avaient tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas seulement d'introduire le maïs hybride, il s'agissait de remettre en question tout l'équilibre de leur savoir et de leur ferme, parce qu'avec le maïs hybride, on perdait le contrôle de la semence, on introduisait tout un tas de mécanismes économiques dont ils seraient dépendants. Alors, cet enjeu il est particulièrement fort en agriculture, c'est ce que promet l'agriculture moderne et technologisée. Je veux revenir à cette idée de déqualification du travail et aussi de destruction du travail, parce que c'est là que le bas blesse. Cela pose en fait ce développement technologique, la question du remplacement du travail humain par des machines. En soi, on pourrait dire que ça pourrait être un progrès, s'il s'agissait d'une promesse de libération du travail et surtout des tâches les plus ingrates et répétitives. Mais aussi, dans ce contexte de libéralisme économique et de capitalisme financier, ça signifie pas du tout la fin du travail, mais l'exclusion d'une masse grandissante de gens en dehors de l'emploi, dans l'assistance ou la pauvreté. Et là, je vais citer... alors c'est pas du tout un dangereux activiste gauchiste, c'est Henri Rouillet d'Orfeuille, c'est un ingénieur agronome
qui est à l'Académie d'agriculture, et qui montre qu'à l'échelle mondiale, cette promesse n'est absolument pas tenable ni raisonnable. Il a fait des calculs assez précis. Actuellement, au niveau mondial, l'agriculture, c'est 40% de l'emploi encore. Et à l'horizon 2050, si au niveau mondial, on atteint, comme en France, et comme cela est prévu, 3% seulement d'emplois dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va perdre 2,6 milliards d'emplois, et donc de personnes qui dépendent de l'agriculture, on va détruire 1,7 milliard d'emplois, et ça concerne 2,6 milliards de personnes. Si on y ajoute la croissance démographique, si on y ajoute les plus de 800 millions de personnes qui sont pauvres, mais non enregistrées comme demandeuses d'emploi, ça fait 3,8 milliards d'emplois à créer d'ici 2050. Est-ce bien raisonnable de croire encore que l'industrie ou même le tertiaire pourront absorber cela, et avec quelles ressources naturelles pourra-t-on créer de nouveaux emplois qui consistent, y compris pour le tertiaire, à mobiliser des ressources de plus en plus rares pour répondre à des besoins que l'économie capitaliste a besoin de créer pour tourner. Alors, quelques chiffres pour la France. En 1946, la France comptait 10 millions d'actifs agricoles, soit un quart de la population. En 2010, vous le savez sans doute, on est à, si on comprend au-delà du chef d'exploitation agricole, 750 000 unités de travail annuelles, soit à peu près 1 million d'actifs, ce qui représente moins de 4% de la population active totale. Et en parallèle, l'industrie agroalimentaire, qui est quand même la deuxième industrie de France, ne représente